des nombreuses îles qui constituent la vaste Indonésie, en Sulawesi, ancienne Célèbe, vit le peuple Toraja. Il s'est réfugié dans une région centrale de haute montagne, coupée de cuvettes fertiles. Les Toraja vivent paisibles de la culture du riz et élèvent le buffle, animal essentiel, en harmonie avec leur environnement. On a longtemps cru qu'il s'agissait d'envahisseurs venus d'autres îles, voire du continent, et qui auraient pénétré de plus en plus loin à l'intérieur des terres. Mais il semble qu'ils aient été plus simplement repoussés dans cette région, depuis la côte où leurs ancêtres s'étaient établis, par le nombre croissant d'Indonésiens islamisés qui font de ce pays le premier État islamique du monde. C'est par cette présence ancienne au bord de l'océan que l'on explique l'architecture particulière de leurs habitations. On les appelle les trashkanan. Ces maisons et ces greniers à riz épousent les courbes des bateaux. Tous les petits villages qui sont disséminés dans les montagnes sont faits sur le même plan. Des maisons alignées parallèlement à l'axe est-ouest, façade au nord, les greniers leur faisant face. Le plus souvent sculptées et richement décorées, elles intègrent l'élément de base à tout édifice, le bambou qui pousse en abondance. Il est aussi bien utilisé pour la structure que pour le toit. Chaque décès occasionne des sacrifices de buffles. Les plus beaux trophées viennent orner les frontons marquant le prestige de la famille, la grandeur de sa lignée. Car si le buffle est l'animal de trait par excellence, c'est aussi un complément de viande appréciable et donc un signe extérieur de richesse. Cette espèce est particulièrement bien adaptée au travail dans les rizières. Le climat tropical est tempéré par la pénétration intime de la mer. Sa brise adoucit la chaleur matin et soir. Grâce à leur isolement, les Toraja ont su garder vivaces leurs traditions telles que des rituels mortuaires riches et uniques. Les buffles d'eau qu'ils élèvent peuvent rester des heures immergés ou vautrer dans la boue pour calmer l'ardeur des insectes. L'anneau dans les naseaux permet aux Toraja de rendre docile un animal à la taille parfois très imposante. Ces bovidés, connus pour leur capacité à endurer des climats très humides, ont été exportés jusque dans le nord de l'Australie où leurs troupeaux sont nombreux. Les pluies tombent ici en abondance pendant la mousson de l'Ouest, de novembre à mars, amenant, outre la fertilité, la formation de nombreux fleuves au tracé court coupé de cascades. Les rites funéraires se déroulent par étapes et peuvent s'étaler sur plusieurs années. Plus le rang social est élevé, plus le rite funéraire est élaboré. Une effigie du mort de même taille et de même sexe, très ressemblante, est toujours sculptée par un artiste spécialisé. Elle est réalisée dans du bois de jacquier, l'arbre à pain, et ses cheveux sont confectionnés avec de la fibre d'ananas. Poncée, assemblée puis peinte, elle sera revêtue des vêtements du mort, de ses bijoux et autres objets usuels. Elle devient le digne représentant de celui-ci et prendra part en spectateur privilégié à la cérémonie. La fête terminée, l'effigie suivra le mort jusqu'au tombeau et sera placée près de lui. Rien n'est oublié par l'artiste dans cette ressemblance scrupuleuse, aucun détail. Et lors de l'habillage final, pas même les poches à bétel ne manqueront.
Les préparatifs ont souvent demandé plusieurs mois, ainsi que la construction d'un village provisoire destiné à loger tous les invités. Chacun doit être présent avec son clan, souvent vêtu d'une couleur unitaire. Dans ces circonstances, personne n'oublie son offrande. Juste après sa mort, le défunt est d'abord considéré comme malade, atteint d'une fièvre. À ce titre, il est lavé, habillé, paré, enveloppé et exposé. Il repose dans l'habitation, couché la tête à l'ouest comme les vivants. Ainsi, il reçoit des offrandes de nourriture. Intervient alors la première fête funéraire qui officialise le difficile passage de la vie à la mort. Elle s'achève par le dépôt dans un cercueil. Puis s'ensuit une période intermédiaire ponctuée d'autres célébrations. Ce n'est qu'à ce stade que peut avoir lieu la seconde cérémonie précédant l'inhumation définitive, parfois plus d'1 an après le décès, comme c'est le cas ici. Les préparatifs concernent aussi les sacrifices d'animaux, cochons et buffles. Ces derniers ne sont pas égaux après la mort. Le cochon est sacrifié principalement pour la nourriture, le buffle, lui, devient un présage. Ils sont transportés jusqu'au champ sacrificiel. Les invités, venus de toute la région, vont s'y rendre et s'installeront autour. Réunis par clan, tous ceux qui ont côtoyé de près ou de loin le disparu prennent place, suivant des numéros. Le premier sacrifice permet au défunt d'effectuer son voyage. Chaque partie du buffle a son utilité. Jusqu'au cuir, réputé pour sa robustesse. Des cadres sont confectionnés entièrement en bambou pour recevoir les peaux tendues de chaque buffle sacrifié. Toujours célébrée après les moissons, la deuxième fête est plus fastueuse que la première et comporte pareillement des sacrifices, des lamentations, des chants, des danses, des invocations et des veillées funèbres. De même, elle dure quelques jours. Autour du catafalque, on psalmodie. Ce petit monument constitue la réplique d'une habitation en miniature. Le cercueil vient prendre place en dessous. Chants, danses et lamentations vont se succéder. Les porcs et les buffles qui vont être sacrifiés sont présentés. Leur défilé ponctue les derniers jours avant l'inhumation définitive. Cette grande réunion communautaire permet une organisation rationnelle dans la distribution des lieux. Ainsi, l'abattoir au centre ne sera jamais bien loin de la cuisine. Les morceaux de buffle cru sont mis à macérer dans une soupe d'herbe ou cuisent dans d'énormes marmites avant d'être partagés. Chrétiens ou animistes, les Toraja respectent Alug Todolo, leur religion d'origine. Plus qu'un animal, le buffle est une divinité, c'est le passeur des âmes. Il est l'indispensable sacrifice pour que le défunt atteigne le Puya, équivalent du paradis chez les Toraja.
gouvernement s'oppose à ces pratiques et tente par des taxes sur chaque buffle tué d'enrayer des sacrifices qui pouvaient s'élever à plusieurs centaines de têtes. Après la mort de leurs dignitaires, des villages se seraient retrouvés sans animal de trait et quasiment sans viande. Vient le moment de la dépose des offrandes, puis celui où chacun, par numéro et suivant son clan, prend sa place selon les directives du maître de cérémonie. Alors, une longue procession orchestrée s'étire et passe devant le catafalque autour du champ sacrificiel. L'expression de la divinité du buffle se retrouve jusque dans des danses symboliques. Les animaux, cheptel du défunt ou offrande, qui vont servir à la nourriture pendant ces quelques jours, défilent aussi. Ils sont accompagnés ou portés vers la place centrale de ce village provisoire. Durant la période précédente, intermédiaire entre les deux fêtes, le mort nourri d'offrande subit un deuil alimentaire. Il est interdit de lui offrir du riz. En revanche, viande, légumes, tabac et baies de bétel sont autorisés ainsi que le vin de palme. Les plats que le défunt utilisait de son vivant continuent de servir à cette occasion et constituent des éléments de sa personnalité. Ils devront le suivre dans l'au-delà. Tous les animaux présents sur la place seront sacrifiés. Son centre deviendra un abattoir en plein air. Même si la mise à mort est rapide et sans cruauté maligne, il est vrai que pour les Occidentaux venant de plus en plus nombreux assister à ces fêtes, c'est la partie la plus pénible. Elle est très sanglante. Mais les accompagnants savent par des caresses prodiguées à cette divinité animale calmer l'inquiétude instinctive du buffle. Lorsque l'animal est en place, l'homme dégaine son parang. La manière dont le buffle tombe sous le coup de cette sorte de machette est un présage pour les récoltes à venir. Le sang, recueilli immédiatement, sera cuit et bu pendant la cérémonie.
On le transporte comme le vin de palme dans un tronc de bambou évidé. Les catafalques utilisés reposent dans un lieu sacré planté de menhirs. Ils se dégradent au rythme des intempéries. Hors du village, ces œuvres d'art attendent que le temps fasse son ouvrage. Dans le village provisoire, c'est un instant de calme. On se prépare au départ. Ce sont les derniers instants de chant et de recueillement avant que catafalques et effigies ne se dirigent à dos d'homme jusqu'à la maison du défunt et de là jusqu'aux falaises où se situent les sépultures. On prépare avec soin les portants qui doivent être résistants. On amène aussi des liens pour fixer montants et cercueils. Dans ces dernières incantations, on sent que quelque chose va se produire. C'est une attente, un moment suspens. La liesse devient palpable. Il a réussi son voyage. Le vin de palme et les efforts aidants, les porteurs manifestent leur joie. La procession s'ébranle et quitte le village provisoire. Le défunt devient une divinité tutélaire du bourg et va pouvoir disposer dans l'au-delà du troupeau sacrifié et rejoindre ceux de sa caste. L'âme est enfin libérée et se dirige vers le Puya, le paradis. Personne ne prête attention au gong qui résonne et la procession finale devient pour le bateau et son cercueil une tempête chaotique. La colonne humaine, agitée, se présente devant la maison de celui qui repose sous le catafalque. Puisque l'âme est libérée, les porteurs et tout le cortège laissent de plus en plus libre cours à leur allégresse.
Le cercueil détaché prend sa place au flanc de la montagne, devenant l'observateur bienveillant de tout le village proche. Les cercueils peuvent être placés dans des cavités creusées à même la roche, comme à l'Emo, ou disposés dans une grotte, comme à Londa, ou bien encore simplement suspendus le long des parois. Quant aux enfants morts en bas âge, pour les Toradja, ils sont sans âme. Leurs corps sont disposés dans le tronc de grands arbres afin qu'ils puissent grandir avec eux et atteindre le ciel. Le buffle sur les cercueils est souvent là pour rappeler ce passage réussi. L'enveloppe des morts, quelques objets, parsèment les falaises, formant bloc avec la nature elle-même. Alvéoles ou écrin minéral. La montagne, cimetière dressé, devient un lieu sacré. Du respect de la mort découle un respect de la vie. Chaque aspérité dans la roche est exploitée et devient au cours des années de véritables catacombes. Pour les aider dans cette nouvelle vie, les plats remplis d'offrandes les accompagnent. D'incroyables édifices, des échafaudages précaires, isolent parfois les morts à quelques mètres du sol. Lorsque le temps fracture et réduit à néant le cercueil, les ossements sont recueillis et réunis par famille. L'humidité a raison de tout. Les éléments picturaux sont les premiers à disparaître. Mais les sculptures, surgissant dans leur simplicité, ne se dégradent qu'avec le bois lui-même. Ces sortes de gondoles habitées de fantômes tanguent, d'année en année, sous les moussons et les intempéries,
à fleur de falaise. Suivant d'autres croyances, l'effigie du mort, son double, le bombo, lui ressemble en plus petit et la peau plus foncée. Il doit toujours avoir la paume de la main droite tournée vers le haut pour accepter les offrandes et l'autre main tendue paume vers le sol en signe de protection. Les bombos, suspendus à leur balcon devant le caveau, signifient que les ancêtres de chaque famille observent les hommes et les aident. Pour les Toraja, leurs ancêtres seraient venus parmi nous à l'aide d'une grande échelle de bambou. Et l'effigie de leurs morts intercède auprès d'eux, entre ciel et terre, dans ces cimetières suspendus, veillant sur les vivants en sursis.